Alors, Monsieur Thiel va nous traiter, prescrit dans la parole un antidépresseur par webinaire, mais on le remercie d'avance. Oui, merci Monsieur le Président. Merci, honorable assistance, de me donner la possibilité de parler avec vous, d'avoir un discours autour de la parole. Donc, c'est un autre discours, si je puis dire. Hein. Donc, je souhaitais donc partager avec vous à travers la possibilité qui m'a été offerte par les organisateurs et par GSK aussi, que je remercie. Donc, je vais vous parler donc de prescrire dans la parole un antidépresseur. Mais avant d'aller plus loin, bon, j'ai pas de conflit d'intérêt, comme on le fait d'habitude en la matière. Alors, mais donc pour introduire d'abord le sujet, je vais essayer de parler donc de ce qu'est le trouble dépressif majeur. Mais bon, tout le monde sait ce qu'est un trouble dépressif. Et il m'a semblé important donc de ne pas reprendre encore tout ce qui est tout ce que tout le monde sait, à savoir que un syndrome dépressif existe sous plusieurs formes, qu'un syndrome dépressif, c'est quelque chose que l'on peut relativement facilement diagnostiquer parce que il y a une rupture progressive ou en une fois d'un état psychologique qui amène la personne à perdre goût aux choses, qui amène la personne à se sentir fatiguée, à ne plus avoir envie de faire grand-chose. En tout cas, des symptômes que tout le monde connaît, ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir positivement. Donc, la dépression en elle-même, le trouble dépressif majeur, n'est a priori pas difficile à diagnostiquer, mais c'est là où je voulais en venir. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des particularités dans la dépression. Particularité comme le fait que les symptômes, il n'y a pas de symptômes spécifiques de la dépression, et même plus que ça. Chez deux patients déprimés, on peut avoir des symptômes qui sont opposés, comme chez deux patients déprimés, on peut avoir une hypersomnie, et chez l'autre, une insomnie, on peut avoir de l'agitation, ou un ralentissement chez un autre, on peut avoir une anorexie chez un et une hyperorexie chez l'autre, donc hyperphagie chez l'autre. Donc, ceci pour dire que ce n'est pas aussi simple que ça n'y paraît parce qu'on n'a pas de symptômes pathognomoniques du trouble dépressif. Autre élément que je voulais souligner par rapport à cela, c'est le fait que la dépression est quelque chose qui est en train de prendre énormément de place, en ce sens que déjà maintenant, les troubles dépressifs ont été classés déjà en 2004 en tant que troisième cause mondiale de handicap. C'est énorme, c'est énorme. Et dans une dizaine d'années, plus que ça, ils passeront à la première place avant même les cardiopathies ischémiques, les accidents de la voie publique. Ceci pour dire à quel point la problématique est énorme et qu'elle prend de plus en plus de place en ce bas monde. Alors, qu'est-ce qui est important de dire aussi par rapport à cela, me semble-t-il? J'ai voulu vous apporter des éléments nouveaux, si je puis dire, dans la manière de voir le syndrome dépressif. Alors, on est actuellement dans la psychiatrie, j'allais dire, moderne, actuelle, on s'intéresse de plus en plus à la fonctionnalité du dépressif. Parce que le grand problème du dépressif, c'est qu'il n'arrive plus à être comme il a l'habitude d'être. Et ça, ils le disent, il y a une rupture. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de rupture. Il y a une rupture entre ce que j'ai été et ce que je suis en train de devenir et ce que je suis devenu, et avec une incidence sur la fonctionnalité de la personne. C'est important. Parce que parmi les maladies chroniques, la dépression, c'est celle qui entraîne la plus grande perte fonctionnelle. Et il est important de l'avoir en tête, en particulier pour les médecins généralistes que vous êtes, parce que c'est quelque chose qui touche en particulier au travail et bien évidemment à la famille. Donc il faut avoir ça en tête. Et parce que actuellement, la récupération fonctionnelle, elle est de plus en plus reconnue comme une priorité dans le traitement du trouble dépressif. Donc, l'histoire, c'est pas de sortir quelqu'un de la dépression, c'est de sortir quelqu'un de sa dépression et de le rendre fonctionnel. On va y voir un petit peu plus clair par rapport à cela. Donc, c'est important de tenir compte de cet aspect parce que cela constitue un énorme fardeau pour les familles, mais aussi pour l'économie même d'un pays, en ce sens que il y a une très grande perte de productivité en milieu de travail. Et qui dit perte de productivité en milieu de travail, dit bien évidemment lourd fardeau économique pour un pays. Et cette perte de productivité,
elle existe pratiquement toujours. Chez plus des 3/4 des personnes déprimées, elles font preuve de perte de productivité. Dans ces 3/4 de personnes déprimées, je mets toutes les formes de dépression, même les formes légères. Et on sait actuellement qu'en moyenne, la dépression, elle ajoute environ 4 heures par semaine à la perte de temps productif lié à la santé, ce qui est énorme même dans les petites choses. Donc une fonctionnalité perturbée, il faut l'avoir en tête. Je continue à développer par rapport à cela en précisant que globalement, la dépression, elle atteint les 3 sphères, la sphère des émotions, la sphère somatique et la sphère cognitive. Les émotions, on le sait tous. Je n'ouvrirai pas l'affront de reprendre ça, simplement la tristesse de l'humeur, l'anxiété, l'inquiétude, perte d'intérêt et de plaisir, la fatigue physique, les changements d'appétit, on l'a dit tout à l'heure, ralentissement, agitation, douleur. Mais ce sur quoi je voulais m'attarder, c'est sur le côté cognitif de la problématique, c'est sur les cognitions, parce que dans la dépression, nous avons au niveau cognitif des sentiments de culpabilité, les patients commencent à penser à un ralentissement de la pensée, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, et des désespoirs et des pensées suicidaires. Donc au niveau cognitif, il y a une perturbation qui est importante, perturbation des cognitions qui existe pratiquement toujours dans le sens que les personnes qui en souffrent ne peuvent plus planifier des choses. Et ça se sent, il y a des échelles d'ailleurs pour évaluer tout cela, mais même cliniquement on le fait, on se rend compte qu'on n'arrive plus à programmer, on n'arrive plus à planifier son temps, ça devient compliqué. Comment les choses simples deviennent compliquées. Planification compliquée, concentration aussi qui devient difficile, c'est une plainte redondante chez les patients, ces troubles de la concentration, en même temps qu'il y a toujours pratiquement une lenteur des réponses. Encore une fois, c'est évaluable par des tests, mais il faut, quand on consulte les gens, tenir compte de cet aspect de lenteur de la réponse, en plus des problèmes aussi de mémoire. Donc vous voyez que les perturbations cognitives sont bien présentes, il faut les avoir en tête, il faut les évaluer pour donner la possibilité à la personne de les dépasser progressivement. Autre notion qu'il m'a semblé important de reprendre là avec vous, c'est la problématique, toujours dans ce cadre de la perte fonctionnelle, c'est la notion de rémission. La notion de rémission, en ce sens que les patients, plus près de la moitié des patients déprimés, quand ils sont en rémission, ne se considèrent pas en rémission. Et ça, il y a des travaux qui ont démontré cela, et c'est important parce que le ressenti subjectif va impacter forcément la fonctionnalité dont je parlais tout à l'heure, parce que donc il faut encore une fois en tenir compte. La récupération fonctionnelle complète étant devenue une priorité dans l'approche soins de ces patients, ce qui n'était pas le cas dans les années 90 où on pouvait parler de rémission même si quelques symptômes persistaient, et ce n'était pas le cas dans les années 70 où même en présence de beaucoup de symptômes, à partir du moment où il y avait une amélioration, on considérait que la personne était en rémission. Donc récupération fonctionnelle complète, un élément essentiel du projet thérapeutique. Alors, donc voilà, la dépression, on en a parlé dans ses différents aspects, on en a parlé par rapport en particulier à cette perte fonctionnelle qui est importante et que j'ai voulu attirer votre attention là-dessus parce qu'elle est particulièrement importante, elle est évaluable et même au niveau de la prise en charge, en tenir compte, c'est aussi donner la possibilité aux patients de se réinsérer dans la vie sociale dans de bonnes conditions. Mais quand on a fait le diagnostic, on traite, n'est-ce pas? On traite. Alors, on traite bien évidemment, on traite avec des antidépresseurs, et on les connaît, les antidépresseurs, tout le monde les connaît. On avait commencé dans les années 57 par les tricycliques, anafranil, dofranil, etc. En les années 72, je crois, c'était la fluoxétine qui a été commercialisée en 83, et ensuite il y a eu la paroxétine, n'est-ce pas? GSK en a été le porte-flambeau en 92. Il y a eu la venlafaxine qui est une ISR, donc antidépresseur tricyclique, je disais au départ. Ensuite, ISRS avec la fluoxétine et la paroxétine en 92, fluoxétine en 83 et paroxétine en 92. ISRS, inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine. Et il y a eu en 93 les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline, donc les ISRN, dont le chef de file était la venlafaxine. C'est important de le savoir parce que on est actuellement en train de sortir de ce triptyque. On est en train de mettre en place, on essaye de voir dans quelle mesure
les mécanismes multimodaux qui ne sont plus sélectifs du recaptage de la sérotonine et pas seulement sélectifs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline, est-ce qu'on peut faire mieux? Donc on est en train de développer des mécanismes d'action des antidépresseurs multimodaux qui donnent un peu leurs preuves, mais ils n'ont pas, au jour d'aujourd'hui, encore pu détrôner les produits que l'on connaît, ISRS et ISRN. Alors donc, on prescrit des médicaments, n'est-ce pas? On prescrit des médicaments, on les connaît, on a un patient, on lui donne ce qu'il faut en antidépresseur, on associe des fois, peut-être même souvent, des anxiolytiques. Mais bon, qu'est-ce qui fait que les antidépresseurs nous posent problème? Je vais me mettre à la place du médecin généraliste qui voit un patient, il n'y a pas de psychiatre à côté, ou il y a suffisamment de relations avec le patient pour qu'on s'autorise à lancer un traitement antidépresseur. On le commence et on est souvent étonné. Moi, j'ai eu beaucoup de médecins généralistes qui étaient surpris par le fait que dans une même pathologie dépressive, avec des symptômes qui sont pratiquement les mêmes, il y a des fois où ça fonctionne, il y a des fois où ça fonctionne pas avec un produit qui normalement devrait avoir le même effet, comme ça se passe dans d'autres disciplines que la psychiatrie. C'est ça que j'ai voulu interroger à travers cette réflexion que j'ai voulu partager avec vous. Alors, la médecine, on a essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui fait cette spécificité en fait de la psychiatrie. Alors la médecine, elle a depuis toujours essayé de poser la relation médecin-malade dans quelque chose de parfaitement rationnel. Ça veut dire que je suis médecin, je vais faire mon examen, je vais voir des amygdales problématiques, je vais voir une hypertension, je vais pouvoir objectiver quelque chose qui va me permettre de poser un diagnostic et de donner un traitement avec lequel je suis pratiquement sûr que je vais avoir du résultat, mais en tout cas, ce sera quelque chose d'objectivé. Donc, on a rendu rationnelle la relation médecin-malade. Et donc, la tendance dans laquelle on est actuellement, dans la prise en charge, même en psychiatrie, elle est un petit peu d'aller dans ce sens, avec un abord technique du patient, au nom de quelque chose de scientifique, parce que les autres médecines, donc, qui ne sont pas la psychiatrie, hein, c'est important de le mettre en exergue, et son travail au nom du scientifique, on a des examens paracliniques, on a tout ce qu'il faut, ce qu'on n'a pas en psychiatrie. Et pourtant, on essaye d'aller dans ce sens. Pourtant, la relation médecin-malade en psychiatrie n'est pas du tout comme dans les autres disciplines. Parce que ce qui se passe dans les autres disciplines, on a l'impression, on a le sentiment, on fait le constat même que le résultat, il va être directement lié au geste thérapeutique. Je donne un antibiotique devant des angines, ça marche, donc le geste a fonctionné. Donc, et la psychiatrie va essayer d'aller dans ce sens, on y arrive. Donc la médecine somatique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans une démarche rationnelle, je le disais, une démarche logique avec des symptômes, un diagnostic et un traitement. Et la médecine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'appuie sur, je parlais de scientifique, sur des connaissances scientifiques qui se développent de plus en plus, on le voit, ça avance. Et le problème, c'est que plus on avance dans les connaissances scientifiques, plus on a tendance, et ça c'est dramatique, à détacher la maladie du malade. Et on se retrouve en train de dire ce monsieur, il a de l'hypertension, c'est un hypertendu. Ce monsieur, il a un problème cardiaque, c'est un cardiaque, c'est un diabétique. Donc on a tendance à dissocier, et c'est quelque chose qui est dramatique, donc le malade de sa pathologie, en l'étiquetant de sa maladie, ce qui fait qu'on morcelle d'une certaine façon l'individu et qu'on pratique une médecine qui n'est pas centrée sur la personne alors qu'elle se devrait de l'être, et donc en essayant de sortir de cet amalgame que l'on fait. Et malgré tout, donc la tendance actuelle, elle est en psychiatrie aussi, elle est inspirée de ce modèle de soins des maladies somatiques dont on a parlé, et là aussi qui va consacrer comme suprême outil thérapeutique face aux troubles psychiques la seule délivrance d'une substance chimique. Donc je fais mon diagnostic, j'ai mes symptômes et j'ai en tête un traitement, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma prescription avec quoi? Avec la prescription de substances chimiques, comme on le fait dans d'autres maladies. Et donc,
la tendance à laquelle on est, c'est que le cerveau est assimilé au psychisme. Alors, est-ce que le cerveau, c'est le psychisme? Non, non, non et non. Le cerveau, donc, est assimilé au psychisme, mais les maladies mentales, elles sont, actuellement, telles qu'on les pense, même chez beaucoup de psychiatres, les maladies mentales, seraient comme les autres maladies, à ceci près qu'on ne connaît pas encore suffisamment le détail de leur origine neurobiologique. Et ça, il faut l'avoir en tête. Est-ce que le cerveau peut être assimilé au psychisme? C'est une grande question qu'on a le droit de se poser, mais avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Vous l'aurez deviné. Donc, le processus thérapeutique, à partir de là, il serait quoi? Il serait le résultat exclusif de l'effet pharmacologique direct du médicament sur le cerveau. Donc, on va avoir l'impression si le cerveau est malade, bon, il faut lui amener un produit qui va modifier la pharmacologie du cerveau et aboutir à un résultat. Et le médecin prescripteur, à ce moment, de psychotrope, qu'est-ce qu'il est? C'est quelqu'un qui va être détenteur d'un savoir technique, et avec lequel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sur un patient qui est, lui, dans toute passivité, dans l'attente d'une guérison miraculeuse. C'est ce que fait les patients. Il est devant vous, vous l'avez examiné, il est tout content. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le médecin? Il va me guérir de manière un petit peu miraculeuse. Et en psychiatrie, vous allez voir que c'est problématique. Donc, à partir de là, qu'est-ce que devient le psychiatre ou le médecin qui prescrit? Ça, c'est valable pour le psychiatre, mais c'est aussi valable pour le médecin généraliste, par exemple, qui va prescrire. Donc, le médecin qui va prescrire des psychotropes, il va le faire considérant qu'il en a la maîtrise. C'est lui qui détient le métier. Et il va ainsi, en fait, s'il fonctionne comme on vient de dire, il va être rien de plus qu'un technicien hautement qualifié dans la prescription. Et ça, c'est problématique. Et qui est particulier, parce qu'il est costaud, il sait ce qu'il fait, il a parfaitement intégré tous les derniers progrès neuropharmacologiques et il sait parfaitement utiliser des molécules de plus en plus performantes. En plus, il possède donc quelqu'un qui possède des connaissances pointues dans le domaine des neurotransmetteurs. Donc, c'est un grand spécialiste, en fait, de la synapse. C'est un grand spécialiste de la synapse. Et pourtant, que fait-on des aspects relationnels alors qu'on sait parfaitement que l'aspect relationnel intervient clairement dans l'acte de prescrire? Les aspects relationnels participent grandement à l'effet thérapeutique. On le sait, on le voit. J'ai personnellement eu plusieurs patients que les médecins généralistes, des amis, des collègues avec lesquels je travaille beaucoup, ils m'ont envoyé quelqu'un que j'ai aidé avec un traitement et le traitement a été dupliqué chez quelqu'un d'autre par le médecin généraliste chez qui j'ai renvoyé son patient et il a réessayé avec un autre patient, ça n'a rien fait du tout. Et s'il me l'envoie, je prescris la même chose, ça agit. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que quand ça ne se fait pas suffisamment bien, et je le dis souvent à mes collègues, c'est que quelque chose au niveau de la relation n'a pas permis cet acte. Et pourquoi? Parce que justement, le médicament, il est important, mais il n'est pas simplement un produit qu'on donne. Le médicament, il prend toujours un sens symbolique particulièrement important. Évidemment que son action est biologique, c'est évident, ça coule de source, il y a quelque chose qui se passe au niveau des synapses. Mais ce que l'on n'a pas en tête très souvent, c'est que son action, elle est aussi beaucoup psychologique. Et donc, toute prescription médicamenteuse va comporter des aspects psychologiques, oui, va comporter des aspects psychologiques, et il ne faut pas l'oublier, mais des aspects psychologiques, aussi bien du côté du patient que du côté du thérapeute. Donc, il y a des choses qui se jouent aussi bien du côté du patient qu'au niveau du prescripteur, pas du thérapeute, mais il est thérapeute aussi, donc à travers cette prescription médicamenteuse. Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans la prescription par rapport à comment ça peut impacter, comment ça peut être porté aussi bien par le patient que par le prescripteur. Donc l'aspect relationnel qui est lié à toute molécule est donc essentiel à l'effet thérapeutique. Donc il faut bien avoir en tête que le médicament en lui-même va avoir une action particulièrement importante, en particulier en psychiatrie. Et donc, l'action d'une molécule va donc être étroitement dépendante de l'effet de la parole. L'effet de la parole est donc un psychotrope, quel qu'il soit, et c'est ça qui est important, il va posséder à l'intérieur de lui une réserve thérapeutique qu'il faut savoir mobiliser. Donc,
c'est pas uniquement l'effet de la chimie au niveau synaptique, mais il y a autre chose qui est mobilisable par l'effet de la parole. Et c'est ça que je voulais souligner, d'où le titre de mon intervention. Et l'acte de prescrire va devoir être pensé ainsi en termes de création à deux. Il faut créer quelque chose entre le patient et le thérapeute. Il ne peut pas se borner uniquement à être tenu. Je vous donne l'ordonnance. Si on est là-dedans, on enlève une grande partie de ce qui est mobilisable par l'effet de la parole. Alors, quels enseignements tirer de tout cela? Quels enseignements tirer de tout cela? Alors, l'enseignement qui a tiré de tout cela, peut-être, c'est d'abord que la mise à disposition, bien sûr, des antidépresseurs chez les praticiens, bien sûr que c'est un élément majeur, c'est un tournant essentiel depuis qu'ils existent, la vie des gens a complètement changé. Le suivi, aussi bien en ambulatoire qu'en institution spécialisée, il montre à quel point les patients peuvent véritablement changer et comment, et même rester stabilisés bien longtemps après l'introduction d'un antidépresseur. Et on a fait des études relativement importantes dans ma clinique, dans laquelle on a pu voir à quel point ces médicaments réalisent parfois ce que nous attendons d'eux. Oui, parfois ils réalisent ce qu'on attend d'eux, et parfois ils réalisent même beaucoup plus, et ils peuvent même nous étonner. Et les antidépresseurs peuvent cela manifestement beaucoup plus que d'autres psychotropes. Les antidépresseurs, donc, sont évidemment, manifestement, d'un très grand apport dans le suivi des patients. Ils sont d'un grand apport dans le suivi des patients par, bien évidemment, leur effet direct sur le cerveau. Oui, en autorisant, en plus de leur effet sur l'humeur, en plus de l'effet sur l'humeur, une libération des fonctions cognitives. J'en ai parlé tout à l'heure, je continue à insister là-dessus. Les fonctions cognitives et exécutives des patients. La prescription a également autorisé, et ça, c'est particulièrement important, ça a permis de remettre en place un véritable accompagnement psychothérapique chez beaucoup de patients suivis, ce qui a certainement été un élément majeur de l'évolution. C'est important. L'antidépresseur permet la réintroduction justement de cette parole indispensable dans une relation de compréhension et d'empathie qui détermine justement cette force qui est souvent oubliée dans le produit que l'on prescrit. Alors, que conclure? Que dire en conclusion à la fin même de cette matinée, n'est-ce pas? Que les antidépresseurs, grâce à leur mécanisme d'action, ils ouvrent bien sûr de nouveaux horizons pour le devenir de nos patients. Les antidépresseurs ouvrent de nouveaux horizons pour le devenir des patients et ils peuvent donc évidemment devenir l'occasion d'une authentique rencontre humaine avec des soignants, avec des thérapeutes, renvoyant le patient à ce qu'il peut, renvoyant le patient à ce qu'il veut, renvoyant le patient à ce qu'il doit, renvoyant le patient à ce qu'il s'autorise ou à ce qu'il ose devenir. Les antidépresseurs ont cette particularité, donc, de pouvoir nous donner la possibilité de voir les patients nous étonner. Mais n'est-ce pas ce que nous attendons tous, n'est-ce pas, d'un traitement, surtout quand on est confronté à l'insoutenable souffrance mentale que vivent nos patients déprimés, dans laquelle aide que nous apportons, la parole est particulièrement importante parce que justement, elle tient compte de l'humain, elle tient compte de la personne tout entière, elle tient compte de ce qu'est l'individu, de ce qu'est l'individu dans sa compréhension de lui-même, dans sa compréhension de l'autre, dans laquelle le médecin prescripteur est aussi suffisamment proche de ce que peut ressentir le patient et il le lui fait passer comme message. Et c'est avec cela, je pense, qu'on aura la possibilité de sauver nombre de nos patients déprimés. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition, bien évidemment, pour, disons, débattre. Et j'ai pensé que c'était plus important que de vous donner des vignettes cliniques que j'avais préparées. Mais je reste à votre écoute pour aller plus loin dans l'échange. Merci bien, M. Thiel, professeur Thiel.